Merci à toutes et tous d'être là en cette rentrée économique qui est assez dense en termes de rendez-vous. C'est important pour nous de vous présenter avec l'Agence régionale de développement économique, la Cécile Allier et l'ensemble des partenaires, vous proposer des réunions thématiques parce qu'il y a des sujets qui demandent parfois un peu plus de travail, de réflexion, d'échange. La décarbonation de l'industrie fait partie de ces sujets-là, un peu complexes, et il s'agit des fois de les désacraliser dans un premier temps, et surtout de montrer les accompagnements techniques et d'accompagnements financiers qui existent. On aime bien aussi donner des retours d'expérience qui sont plutôt des témoignages assez aérés, qui permettent aussi de s'inspirer finalement de ce que font certains entrepreneurs, ce qui permet à la fois d'avoir un effet miroir sur ce qu'on fait, puis de faire un échange de bonnes pratiques. À Vichy, communauté, comme vous le savez, le territoire est pleinement engagé dans la démarche de transition écologique et je remercie Caroline Bardot qui est avec nous, qui va lancer un peu les échanges aujourd'hui. Comme vous le savez, Vichy Communauté est intégrée dans la démarche territoire énergie positive, mais la stratégie est bien plus large que ça. Alors là, on va peut-être avoir l'axe plutôt décarbonation aujourd'hui pour l'agglomération, mais c'est important aussi de vous faire partager finalement ces projets de territoire, parce qu'on est des habitants, des entreprises qui évoluent sur un territoire et c'est important que cette connexion soit bien faite. Je voulais simplement remercier à nouveau nos partenaires, donc je vais les reprendre un peu dans l'ordre. L'agglomération, dans un premier temps, le CREPS qui nous accueille aujourd'hui dans cet amphithéâtre et pour la soirée qui va suivre. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, bien sûr, notre partenaire de toujours sur ces opérations thématiques. La Chambre de commerce et d'industrie de l'Allier. BPI France avec Mathilde Forel qui est là et qui sera à votre écoute. L'ADEME, la Banque de transition énergétique, Monsieur Pierre-Henri Grenier, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous, directeur exécutif, et le cabinet Coretech qui va nous permettre de faire cette maïotique, entre guillemets, sur la décarbonation et de nous faire part des enjeux et des opportunités en la matière. Merci, bonne réunion, et je laisse l'animation à Philippe. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Je vais faire très vite, juste pour vous annoncer un petit peu le plan et comment ça va se passer. Donc effectivement, Caroline Bardot va prendre la parole en local de l'étape et pour déjà un petit peu présenter la politique énergétique sur l'agglomération. Et puis ensuite, on aura ma collègue, donc Émilie Dumas et Monsieur Chevroux du cabinet Coretech qui viendront, je dirais, apporter des éléments de sensibilisation en même temps que des retours d'expérience dans un deuxième temps. On parlera plutôt de dispositifs et on terminera par 3 retours d'expérience qui permettront ensuite de favoriser les échanges. Je vous souhaite une bonne réunion et je demande à Caroline de venir nous rejoindre. Eh bien, bonjour à toutes, enfin plutôt bonsoir à toutes et tous. Alors, on vous a préparé quelques slides qui présentent l'état des lieux de notre territoire en matière d'émissions de gaz à effet de serre, notre ambition et nos leviers pour relever le défi de la transition écologique. Avant cela, je voulais juste partager avec vous quelques réflexions. Avec la révolution industrielle, on a eu un commun, et ce commun, c'était le progrès. Aujourd'hui, on a un nouveau commun, c'est celui de survivre. Nous savons que nous devons changer de modèle, et ce changement, on doit l'accompagner de récits. C'est finalement tout le sens de notre présence ici, un lieu d'apprentissage collectif, d'échanges avec des retours d'expérience, des partages d'initiatives, des témoignages, des bonnes pratiques. Respecter les accords de Paris, c'est maintenir l'augmentation moyenne de la planète de 2 degrés. Enfin, bien en dessous de 2 degrés, de préférence 1,5 degré, et en visant le zéro à partir de 2050. Respecter les accords de Paris, c'est viser la neutralité carbone. C'est-à-dire un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et puis la compensation qui est permise par les puits ou les réservoirs de carbone, comme les forêts. Respecter les accords de Paris, c'est aussi l'ambition de Vichy Communauté. Nous l'avons traduite dans notre projet de territoire qui s'appelle Agir 2035, autour d'un objectif, intensifier notre action contre le changement climatique. Et ça, on l'a décliné en 3 mots. C'est notre programme dans le cadre de notre projet de territoire. Ces 3 mots, c'est réduire, décarboner, produire. Autant vous dire que pour atteindre les accords de Paris, l'action seule des collectivités n'y suffira pas. Il nous faut créer une communauté d'acteurs, au premier rang desquels vous,
chefs d'entreprise et embarquer tout le monde dans l'aventure. Donc sur ce slide, vous voyez en fait les émissions de gaz, pour vous dresser un état des lieux, les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de Vichy Communauté. Et vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien, le flux carbone de la partie séquestration du territoire correspond à une compensation de 34% des émissions totales annuelles. Autrement dit, notre ambition, c'est de réduire l'empreinte carbone du territoire d'ici 2035 pour aboutir à une compensation carbone complète à l'horizon 2050. Et donc passer de 34% à 100%, voilà, pour être vraiment sur la neutralité carbone. La collectivité a décidé de se montrer exemplaire. En tant que structure, en tant qu'intercommunalité, enfin sur notre propre structure, plus de 2/3 de nos émissions viennent des bâtiments intercommunaux. C'est donc en priorité sur la réduction de ces consommations que nous devons agir. Comme je vous le disais, notre programme au sein du projet de territoire Agir 2035, qui tient donc en 3 mots, réduire, décarboner, produire. Et ces 3 actions-là, elles sont vraiment interdépendantes parce que pour pouvoir être efficaces et pour pouvoir réussir ce pari, il faut qu'elles soient lancées en même temps, activées en même temps et suivies en même temps. Alors voilà, ça c'est un peu la déclinaison du programme qu'on a et les différentes actions qu'on veut mener. C'est-à-dire pour réduire les consommations énergétiques, et bien côté patrimoine public, ça passe par un schéma directeur immobilier énergétique, c'est un programme dans lequel on s'est lancé. Côté résidentiel privé, ça passe par la maison de l'habitat et notre plateforme territoriale de rénovation énergétique et le SPE qui va être qui est structuré avec nos amis de la région, qui est le service public de performance énergétique. Et puis, il y a tout un tas de réflexions, d'innovations qui sont en cours et pour laquelle Vichy Communauté va se lancer. Et ça, vous en avez beaucoup entendu parler. C'est ce qu'on appelle la Smart City, la ville connectée, et toute cette réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de la data et comment on l'optimise et comment on met la transition numérique au service de la transition énergétique. Décarboner, eh bien, il y a plusieurs axes. Il y a une démarche Citergy qui est une démarche dans laquelle on s'est lancé et qui est plus une démarche dans laquelle on cherche à embarquer toute la collectivité autour du management, des bonnes pratiques, la mise en place peut-être de budgets verts, mais comment au sein de la gestion même de la collectivité, on incite à faire attention dans les marchés qu'on lance à la décarbonation. Le transport, c'est toute la thématique des mobilités, avec effectivement la thématique des voitures électriques, l'hydrogène et autres, et toutes les technologies qui sont à venir. S'inscrire dans une reconquête industrielle et vertueuse, et ça c'est tout le sens de votre présence ici aujourd'hui. Favoriser l'autonomie énergétique des zones d'activité, accompagner donc les démarches des entreprises dans la prise en compte de leur investissement en faveur du développement durable. Et puis le volet produire, c'est ce qui va passer par la production d'énergie renouvelable. Et là, on se lance dans un ambitieux plan paysage qui vaudra schéma directeur des énergies. On va travailler là-dessus pendant 18 mois. Et notre volonté avec ce plan paysage, c'est de réfléchir aux meilleures implantations demain pour nos productions d'énergie, l'éolien, le photovoltaïque, la méthanisation, au gré de toutes ces technologies et au gré aussi du respect de nos paysages, des gisements, de logique touristique, économique, et bien où est-ce qu'il vaut mieux produire nos énergies demain sur notre territoire. Donc voilà, qui résume plutôt bien toutes les démarches dans lesquelles on est lancé au sein de l'intercommunalité, autour de ce programme, mobiliser, s'organiser, planifier, concrétiser. Notre volonté, en fait, c'est d'être vraiment dans une logique de mode projet et pas en mode guichet. On a donc... Et puis, vous le disiez en introduction, on est investi dans plusieurs démarches, territoire TEPOS, on a lancé un PCAET, Citergy, voilà, on est vraiment sur plusieurs démarches, mais au-delà de ces démarches cadres et de ces dispositifs incitatifs, la question qui est plutôt bien posée, entre autres par le sociologue Jean Viard, c'est celle de la mise en désir. Comment on donne envie aux gens de s'emparer de ces questions, comment on crée l'envie de
les embarquer dans l'aventure et dans l'histoire. Nous, à Vichy Communauté, on a fait le choix d'avoir une vision résolument positive de l'écologie et la volonté d'embarquer tout le monde dans l'aventure. Alors, sur la dernière slide, peut-être un exemple justement d'une initiative positive et qui fonctionne plutôt bien, c'est celle de Vichy-en-Brière. Vichy-en-Brière, c'est une société qui a été créée en 2019, qui est détenue à 49% par Vichico, à 51% par la société Siousun. L'idée, c'est de développer des projets d'ombrières photovoltaïques de 36 à 100 kW crête sur des parkings pour permettre aux communes, à la com d'agglo ou à des acteurs privés, de valoriser leur parking sans aucun investissement. Ces projets, en fait, c'est des solutions clés en main. C'est-à-dire c'est une ombrière donc de 100 kW crête qui représente à peu près 600 mètres carrés de parking et avec son infrastructure de raccordement électrique pour permettre l'installation de bornes de recharge électrique pour les véhicules. La première réalisation de ce programme, elle a eu lieu à Niserolles, sur le parking communal. Et on a d'autres projets à venir avec, je crois qu'on l'a noté là, voilà, on a une vingtaine de projets qui sont actuellement en cours sur l'agglomération. Et ces projets vont concourir justement à la production d'énergie renouvelable sur le territoire, puisqu'ils vont représenter une production supplémentaire d'environ 3,4 gigawattheures. Voilà, donc en gros, pour conclure, sur tout ce que j'ai pu vous dire, l'idée qu'on a de la transition écologique sur le territoire, c'est finalement une vision en 3D. Et ces 3D, c'est les 3D de désir, de dosage et de dialogue. Le désir, et vraiment, je pense que c'est important, c'est celui qui est indispensable pour embarquer tout le monde dans l'histoire et pour donner envie de cette transition écologique. Le dosage, c'est celui qui est indispensable dans le mix énergétique entre toutes les solutions qui sont possibles dans la production entre les différentes énergies renouvelables qu'on peut activer, mais aussi le dosage entre la nécessité de produire des énergies renouvelables et de réduire nos consommations énergétiques tout en décarbonant. Et puis le dialogue, eh bien le dialogue, c'est celui qu'on a aujourd'hui, c'est celui qu'on doit avoir avec nos partenaires, c'est celui qu'on a aussi avec les pour, les contre, et c'est celui qui est indispensable à la réussite de ce défi auquel on doit tous faire face, qui est le défi de la transition écologique. Voilà, je vous remercie. Je vais demander à Émilie Dumas et à Vincent Chevaux de venir nous rejoindre. Donc Émilie Dumas est chargée de mission innovation et environnement au sein de l'agence économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et Vincent Chevet est directeur général du cabinet Coretech. Alors, peut-être avant de débuter, une toute petite introduction de présentation donc, de Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Nous sommes l'agence de développement économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner les entreprises industrielles et de services à l'industrie dans leur développement, leur croissance, leur positionnement à l'international. Et on a aussi cette capacité à accompagner sur les sujets environnement, économie circulaire, transition énergétique. Alors, on n'est pas des bureaux d'études, on n'est pas experts. Hein. C'est pour ça qu'on a convié aujourd'hui Coretech pour présenter avec nous les enjeux de la décarbonation. Et du coup, moi, ma présence aujourd'hui, c'est de vous faire une toute petite introduction pour vous repositionner ce qu'est la décarbonation. C'est l'ensemble des mesures et des techniques qui sont mises en place en vue de diminuer et limiter l'empreinte carbone d'une entreprise. Ça semble logique, mais c'était pas plus mal de le repréciser. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'il y a donc une stratégie nationale, on en a un petit peu parlé, bas carbone, qui a été mise en place avec un objectif de neutralité carbone en 2050 et un objectif intermédiaire en 2030, qui est de viser moins de 33% de réduction des gaz à effet de serre entre 2015 et 2030. On a des secteurs qui sont particulièrement émetteurs, comme la chimie, comme tout ce qui est cimenterie, agroalimentaire. Donc, il y a certaines filières où il y a des vrais enjeux de décarbonation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la décarbonation ou la transition énergétique d'une manière générale, c'est vraiment une réelle opportunité pour vous, industriels, finalement, pour moderniser votre outil de production, pour accroître vos performances économiques, techniques, et aussi pour innover malgré tout, pour gagner en compétitivité, peut-être pour aller trouver de nouveaux marchés. Enfin, il y a de réelles opportunités autour de ce sujet de la transition énergétique, que l'on soit industriel ou que l'on soit offreur de solutions aussi. Et c'est surtout dans ce domaine-là qu'il y a souvent beaucoup d'innovations qui sont mises en place. Je vous ai repris ce schéma-là qui est très très bien. Alors vous le retrouvez sur le site de l'Alliance Alice. Hein. Les voies principales de la décarbonation aujourd'hui, elles se situent sur plusieurs thématiques. Un sujet lié à l'efficacité énergétique. Alors, je précise, on est bien décarbonation au sein de l'entreprise industrielle. Bien évidemment qu'il y a des sujets, on citait la mobilité, par exemple, tout à l'heure, où on traite aussi de décarbonation. Mais là, je me suis vraiment, et c'est l'objet de ce schéma, focalisé sur une entreprise industrielle.
Donc l'efficacité énergétique, ça va toucher à la fois des briques technologiques au sein d'un process industriel ou des utilités. Donc là, on est sur une partie d'un process, comme ça peut toucher aussi l'ensemble du procédé. Comment est-ce qu'on peut optimiser, peut-être reconcevoir ou peut-être concevoir à nouveau, innover un process industriel qui sera beaucoup moins énergivore, beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre. C'est aussi des notions de récupération d'énergie, récupération de chaleur fatale, donc on le retrouve aussi dans l'intégration d'énergie alternative. Finalement, il y a des procédés industriels qui sont très exothermiques, qui émettent beaucoup de chaleur. Souvent, cette chaleur, elle est perdue. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on ne peut pas la récupérer, soit pour chauffer l'atelier au sein de la même industrie, soit peut-être pour alimenter la collectivité à côté parce qu'elle a une piscine et qu'elle aimerait bien chauffer cette piscine municipale? Donc il y a des vraies réflexions à avoir au sein de l'entreprise industrielle, mais aussi au sein de l'entreprise, au milieu de son écosystème. C'est un petit peu le principe des écoparcs industriels. Et c'est aussi ce qu'on met autour de la terminologie d'écologie industrielle et territoriale. Finalement, l'entreprise, l'industrie, elle n'est pas toute seule cloisonnée. Il faut aussi qu'elle s'imagine qu'elle est au milieu d'un environnement, qu'elle a des partenaires industriels, des partenaires collectivités autour d'elle, et qu'il y a certainement une relation donnant-donnant, gagnant-gagnant à avoir avec son territoire. Ensuite, il y a tout ce qui va être l'intégration d'énergie alternative. Comment je peux réfléchir à l'intégration d'énergie renouvelable et de récupération au sein de mon entreprise industrielle. Ensuite, il y a des sujets qui sont un peu moins matures, un peu plus dans le champ encore de l'innovation, avec tout un pan de technologie et de savoir-faire à développer. C'est ce qu'on a sur le sujet de l'hydrogène, qui est une partie des énergies renouvelables, et qui est aussi sur le sujet de la captation et de la valorisation du CO2. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui à travailler là-dessus. On sait qu'il y a une stratégie nationale sur l'hydrogène. Il y en a une déclinaison régionale. Il y a des choses qui se structurent au niveau de la région, notamment sur un sujet mobilité avec le programme Zero Emission Valley. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes. Mais il y a aussi une vraie volonté de travailler sur le développement d'électrolyseurs pour favoriser la fabrication d'hydrogène décarboné, plus hydrogène vert, d'hydrogène décarboné. Et pour donc favoriser son utilisation au sein des entreprises industrielles. Aujourd'hui, il y a 95% de l'hydrogène utilisé dans les industries qui est issu d'énergie fossile. Donc il y a quand même un potentiel relativement important à travailler sur ce sujet-là. Mais il y a des enjeux un peu économiques qui ne sont pas forcément encore des verrous économiques, on va dire, qui ne sont pas forcément levés. Et sur la captation et la valorisation du CO2, c'est aussi un sujet qui est complexe. En fonction des filières, des technologies, il y a des choses qui sont plus ou moins matures, mais on sait qu'il y a des réels enjeux. Et nous, au niveau de l'agence, on a déjà vu des startups qui se positionnaient sur ces questions-là. Donc il y a plein de choses à faire. Ça, c'est ce qu'on pense, on va dire, quand on parle de décarbonation, c'est des sujets principaux qui nous viennent en tête, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des thématiques qui sont quand même transverses et qui sont vraiment intimement liées. Il y a bien évidemment le sujet de l'économie circulaire. Dans l'économie circulaire, on retrouve l'écologie industrielle et territoriale, dont je vous parlais, la synergie entre entreprises ou entre entreprises et collectivités. Et surtout, un moyen de décarboner, c'est tout ce qui va être lié à la réutilisation et au recyclage des déchets, notamment réutilisation matière des déchets. Donc il y a des réels enjeux aussi à favoriser cette réutilisation. Alors, en fonction des types de déchets, le bilan, on va dire, carbone n'est pas forcément toujours très positif. C'est-à-dire que ça ne permet pas toujours de diminuer l'impact carbone, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de déchets pour lesquels ça reste une réelle opportunité de travailler là-dessus. Et puis, il y a tout ce qui va être lié à la transition numérique, qui est le gros autre sujet d'actualité. Il y a déjà beaucoup de procédés industriels sont déjà équipés de capteurs, on fait déjà du monitoring, mais la question c'est est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin, est-ce qu'on ne peut pas mesurer d'autres choses qu'on mesurait peut-être pas forcément bien ou de manière pas forcément systématique, est-ce qu'on ne peut pas du coup développer peut-être de nouveaux capteurs? L'idée c'est pas de démultiplier la donnée pour avoir de la donnée et pas s'en servir derrière, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans un extrême, mais en tout cas il y a un réel sujet autour de la transition numérique qui est de toute façon un sujet transverse au sein de l'entreprise et qui permet du coup, en dehors de l'efficacité énergétique, en tout cas d'apporter une vraie organisation et structuration au sein de l'entreprise. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est modèle économique et financement, parce qu'on ne se lance pas sur une réflexion pour reconcevoir son procédé ou pour intégrer des énergies renouvelables du lundi au vendredi. Il y a des financements qui doivent être cherchés, il y a une stratégie économique à mettre en place. Et donc là, l'idée, c'est de s'appuyer sur les acteurs d'accompagnement et de financement pour aller chercher les bons dispositifs,
notamment auprès de l'ADEME, mais il y a aussi tout ce qui est C2E, etc., qui peuvent du coup vous aider dans vos démarches de financement et d'intégration des différentes opportunités de travail sur l'énergie décarbonée. Bonjour à tous, donc je suis Vincent Chevet pour Coretech. Les hypothèses sur lesquelles aujourd'hui la Commission européenne travaille, c'est plutôt 50% de réduction pour 2030 et la neutralité carbone pour 2050. Ça va se décliner en objectifs nationaux et sectoriels, je pense que c'est en cours. Donc la base de travail au niveau européen, c'est 50% pour 2030. Donc déjà, ça, il faut quand même prendre conscience que cet objectif, quelle que soit la manière dont il se décline pour l'industrie en France, il est extrêmement ambitieux. Et si on le replace et on le compare par rapport à ce qui a été fait dans l'industrie sur les 20 dernières années, où il y a eu une démarche déjà volontariste quand même dans la performance énergétique, mais on parle d'une échelle de changement qui n'est pas du même ordre de grandeur du tout. C'est-à-dire que les progrès qui ont été faits ces 20 dernières années, ils ont permis de gagner entre 5 et 10% d'efficacité énergétique dans l'industrie. Là, on ne parle pas du tout de la même chose. C'est-à-dire que le gap de changement, il est vraiment très, très ambitieux. Donc, je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure. Pour atteindre des objectifs comme cela, déjà, il y a une première chose, c'est qu'on ne peut y arriver qu'avec un volontarisme très fort de toutes les parties, et y compris les industriels, les gens qui sont dans leur environnement. Donc ça, c'est la façon, on va dire, positive de voir le changement. C'est un levier de mobilisation pour tout le monde et pour travailler ensemble. On peut le voir aussi sur un aspect plus négatif, défensif. Pour les industriels, avec des objectifs comme cela, il est clair que ça va s'accompagner d'une évolution, soit sur les prix, soit sur les dispositifs réglementaires, soit sur les dispositifs fiscaux qui vont être relativement contraignants. Et donc, c'est maintenant qu'il faut se préparer, parce que pour éviter de subir ces contraintes qui vont augmenter de façon, à notre sens, rapide et forte. Donc, c'est les industriels qui auront pris le plus d'avance, qui s'adapteront mieux à ces changements. Donc, en quelques mots, nous, Coretech, on est donc un cabinet d'ingénierie. Donc, on a deux activités. On fait de l'ingénierie et du conseil, et on fait de la mise en œuvre de solutions sous forme de clés en main, avec des engagements de résultats, sur tout ce qui est performance énergétique dans l'industrie. Simplement préciser que nous sommes une société coopérative, donc 100% actionnariat salarié, ce qui garantit notre indépendance vis-à-vis de l'ensemble des acteurs du monde de l'énergie. Quelques petits items ici. Donc des solutions techniques existent, oui, des solutions techniques existent. Par contre, dans le domaine, on y viendra après, quand on parle de décarboner l'industrie, on va beaucoup parler des consommations thermiques de l'industrie. Dans ce domaine, il n'y a pas de magie. Donc il y a des solutions techniques qui existent, mais il n'y aura rien de facile dans ce domaine. Pour mettre en œuvre les changements dont on parle, on va forcément toucher à la complexité. Ce n'est pas des solutions simples de surface qui pourront permettre d'atteindre ce type d'objectif. Ça, c'est une première chose. Les financements, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui, alors principalement en ce moment avec le plan de relance, mais je pense que ce sujet va continuer à être porté par les pouvoirs publics de toute façon, d'une façon ou d'une autre. On en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Ouais, simplement, c'est quand même un changement de paradigme. Moi, j'ai connu les 20 dernières années où, malgré des dispositifs de financement, dans la logique industrielle, on cherche des temps de retour de 2 ans, 3 ans. Les dispositifs de financement externe, ils permettaient d'aller chercher des projets un petit peu plus longs, de l'ordre de 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, jusqu'à 10 ans dans l'industrie, avec différents systèmes d'accompagnement, on peut aller chercher des projets. Donc, ces dispositifs de financement, ils permettent d'aller chercher des projets beaucoup plus ambitieux en termes d'investissement et en termes de complexité aussi. Donc ça, c'est important de s'enlever cette limitation-là de l'esprit. Sur les solutions techniques aussi, je voudrais peut-être redire un petit mot sur l'innovation, la place de l'innovation dans le changement qui va avoir lieu chez les industriels. Je pense que l'innovation dans le secteur de la thermique industrielle ou des procédés industriels, c'est une innovation qui a quand même un temps de cycle relativement long, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que les solutions qui se développent aujourd'hui, type captation carbone, ou tout ce qui concerne vraiment le fond des procédés industriels, ce n'est pas en 18 mois ou 2 ans qu'elles donnent des solutions industrialisables, fiables, qui répondent aux besoins d'un industriel qui a besoin de produire. Oui, ça va donner des pilotes pour essayer, mais avant que ça donne des solutions matures, qui soient vraiment des leviers de changement pour l'industrie, ça prendra plutôt une dizaine d'années, c'est plutôt l'idée. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est vraiment travailler sur la réduction, sur l'optimisation, avant de réfléchir à mettre en œuvre des choses trop innovantes, optimiser l'existant et travailler avec les solutions techniques qui existent déjà, qui sont matures.
Donc voilà, optimiser dans l'ordre, hein, on optimise ce qui existe et ensuite on travaille à décarboner les consommations résiduelles. Sur l'optimisation de l'existant, il y a des choses qui ont été faites, mais de notre point de vue d'expert, pour l'instant on a attaqué la surface. On a fait ce qui était facile. On a fait là où il y avait des solutions un peu, je vais dire plug and play, enfin là où par exemple le dispositif de C2E apporte des solutions un petit peu toutes faites, standardisées, ça on a fait. Tout ce qui va concerner vraiment plus le cœur du process, là par contre il reste un travail très important à faire avec un potentiel d'optimisation qui est important, mais forcément des enjeux de complexité puisqu'on est vraiment en interaction avec les enjeux industriels de la production. Qu'est-ce qui produit du CO2 dans l'industrie? Donc en gros, l'enjeu se situe surtout sur les consommations de combustibles fossiles. Bon, c'est pas un scoop, mais on parle du fuel en premier, qui est le plus intense en carbone, le gaz ensuite vient l'électricité, donc ça c'est le chiffre français, qui correspond, qui est spécialement bas du fait de la place du nucléaire en France, et puis ensuite vient la biomasse. Par rapport à ce qui va se passer sur ces différentes sources d'énergie, bien malin aujourd'hui celui qui sait dire comment tout ça va évoluer, comment les stratégies nationales elles vont évoluer, et qu'est-ce que ça va donner sur les prix, parce que ces investissements et ces changements, ils vont aussi se traduire par des changements de sources d'énergie avec des aspects financiers quand même assez importants. Quand on parle d'électrifier, quand on passe du gaz naturel à l'électricité aujourd'hui, on voit sa facture énergétique augmenter de 40%. Bon, l'écart a tendance à se réduire. Sur ce qui va se passer sur les combustibles, c'est relativement incertain. Donc je reviens à mon argument du début. Ce qu'il faut faire en priorité, c'est limiter les consommations et après travailler sur le résiduel au niveau des changements de combustible. Donc aujourd'hui, on est sur des consommations énergétiques très carbonées dans l'industrie, en particulier dès qu'il y a des process qui consomment de la thermique. Donc je pense à l'agroalimentaire, vous en avez parlé tout à l'heure, l'industrie chimique ou pétrochimique, les cimentiers, voilà, tous les industriels qui ont des process thermiques. Là, il y a des niveaux d'émissions qui sont élevés, qui sont vraiment structurels par rapport aux productions et qui sont plus difficiles à toucher. Mais c'est là que le gros du sujet est. Depuis, je vous disais, une vingtaine d'années dans l'industrie, il y a quand même une démarche sur la performance énergétique qui a été mise en œuvre avec les audits énergétiques qui ont impulsé une dynamique de progrès, mais qui n'est pas aujourd'hui du bon ordre de grandeur vis-à-vis de ce qu'il faut faire. Donc, ce qui a été fait beaucoup, souvent, c'est la mise en œuvre des solutions simples. Alors, soit des temps de retour courts, soit des choses techniquement faciles dans le sens où ça rentre peu en interaction avec le process, voilà, ou des solutions standardisées type C2E. Aujourd'hui, ce qu'il faut aller toucher, c'est le cœur des process. Donc, il faut rentrer beaucoup plus dans les process, regarder comment on peut les travailler, les optimiser pour réduire au maximum leur consommation, et ensuite travailler sur l'énergie primaire pour décarboner les consommations restantes. Alors, quand on parle de solutions, c'est quoi le panel aujourd'hui qui existe? Donc aujourd'hui, les choses à faire en premier, c'est ce qu'il y a ici. Intégration, alimentation, réseau de chaleur, donc tout ce qui est, dont vous avez parlé tout à l'heure, hein, échange d'énergie entre les industries et les réseaux de chaleur quand ils existent. Souvent, les réseaux de chaleur sont déjà quand même assez décarbonés, donc ça peut se faire dans les deux sens. Soit l'industriel a de la chaleur fatale qui ne sait pas valoriser lui-même, qui peut délivrer sur un réseau de chaleur, soit l'inverse, il peut bénéficier d'un approvisionnement d'un réseau de chaleur qui est lui-même déjà assez décarboné. Donc ça, c'est des projets très intéressants. Encore une fois, relativement complexes, il y a beaucoup de parties prenantes, mais c'est aussi des projets qui sont mobilisateurs. Je vous donnerai un exemple aussi tout à l'heure, dans le sens l'industrie dans son territoire. Là, ça fait travailler différents acteurs entre eux, et de ce point de vue-là, c'est aussi des projets qui sont très intéressants. Ensuite, il y a tout ce qui est récupération de chaleur fatale, valorisation thermique. Donc ça va être plus l'optimisation, donc c'est les choses à faire en premier. Et puis après, on travaille sur les combustibles. Donc il y a les productions thermiques à base de biomasse. Il y a l'électrification, qui aujourd'hui est un sujet qui revient sur la table. Il y a le biométhane. Alors pour l'industriel, c'est plutôt comme source d'approvisionnement, c'est pas lui qui va le fournir. Et puis après, il y a aussi les ENR, qui aujourd'hui, il y a quand même des gens qui travaillent. Les ENR n'étaient pas vus comme crédibles pour les process industriels, mais petit à petit, il y a des solutions quand même qui se mettent en place aussi sur les ENR, donc c'est aussi une voie qui peut être explorée. Donc j'en ai parlé. Hein. Donc, dans l'ordre, on peut travailler d'abord l'optimisation énergétique des process, ensuite la récupération de la chaleur fatale, en intégration avec les réseaux chaleur quand c'est possible, la valorisation de gaz fatal, donc il y a beaucoup de process qui génèrent des flux aujourd'hui qui ne sont pas valorisés, donc ils peuvent être rebrûlés pour produire de la thermie, la biomasse,
Ensuite, il y a tout ce qui est pompe à chaleur. Donc, c'est de l'électrification, mais finalement haute performance, puisqu'on utilise des pompes à chaleur, soit conventionnelles, soit haute température. Donc, ça fait partie des solutions qui sont relativement avancées en développement aujourd'hui, où on peut faire 120, 130, 140 degrés en production thermique avec des pompes à chaleur. Il y a le module ERC, donc c'est tout ce qui est production d'électricité à base de chaleur. Il y a l'électrification des procédés, donc à regarder, qui peut être intéressante. Il y a le solaire thermique, et puis il y a beaucoup d'autres solutions qui sont en cours de développement. En termes de démarche et de comment s'y prendre, je pense que ce qu'il faut retenir principalement, c'est que, comme je le disais, les enjeux pour décarboner l'industrie, aujourd'hui, ça va être forcément en lien avec le process et en interaction avec le process, donc avec des niveaux de complexité qui sont relativement élevés. Donc ce sont des processus qu'il faut prendre étape par étape, en passant par des études de faisabilité qui soient sérieuses, fait en général avec les équipes process ou génie industriel des sites, vraiment pour identifier la faisabilité, faire des vraies analyses des flux et des volumes énergétiques dont on parle, avant de passer à une étude de faisabilité, et puis ensuite de regarder un peu, d'aller chercher les solutions de financement. Donc c'est des processus qui sont quand même relativement longs, qu'il faut faire étape par étape, et en prenant l'angle technique en priorité, parce que le niveau de complexité des solutions qu'il va falloir mettre en œuvre impose de prendre d'abord par cet angle-là. Donc je vous propose de plus faire un focus sur un projet que nous avons, qui est actuellement en train de se mettre en service, donc c'est sur la ville d'Ugine, en Savoie. L'industriel, donc c'est Ugitech, donc ce sont des gens qui fabriquent de l'inox. Sur le procédé sur lequel nous avons travaillé, ils font de l'inox en bobine. Et donc, en fin de process, ils ont un recuit sur les bobines. Ils ont des fours de recuit dans lesquels ils passent les bobines. Donc, sur ces fours de recuit, qui est un procédé batch, ils sortaient des fumées, alors je sais pas si, voilà. Ils sortaient des fumées autour de 500 degrés sans qu'aujourd'hui elles soient valorisées. Sur ce site, étant donné qu'ils n'ont que des process thermiques type four de métallurgie, ils n'ont pas de besoin thermique basse température. Donc, ils n'avaient pas de possibilité eux-mêmes de valoriser cette chaleur. Donc, vous voyez, sur 4 ou 5 ans, il y a un projet qui a été mis en œuvre pour caractériser ces flux, savoir quel volume, combien de temps dans l'année, quel niveau de température, quel débit de gaz, vraiment les connaître correctement pour voir quel volume énergétique ils pouvaient donner. Ensuite, regarder la faisabilité de connecter le site au réseau de chaleur de la ville d'Ugine. Ensuite, il y a eu toute une phase de projet qui est plus la partie contractuelle administrative, qui est très importante sur ces projets-là. Donc, là, il y a aussi un niveau de complexité important. C'est un site industriel avec une mairie qui ont des enjeux différents, qui travaillent sur des échelles de temps différentes. C'est la mairie qui investit. Et la contrepartie, c'est que l'industriel s'engage à lui livrer la chaleur à un prix quasiment modique, quasiment nul, sur une certaine durée. Aujourd'hui, on parle d'un projet à 1 500 000 € à peu près, qui va économiser 5 000 MWh par an, et à peu près économiser 1200 tonnes de CO2 par an, avec un contrat sur 30 ans entre le site et la ville d'Ugine. Bon, sur les aspects techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je le trouve vraiment emblématique, parce que bon, il y a l'aspect technique du projet, mais il y a aussi tout ce qu'il a amené, à la fois pour l'industriel et pour la ville, en termes de la même chose dont on parlait tout à l'heure, mobilisation, c'est-à-dire que c'est vraiment des projets qui sont mobilisateurs déjà pour les équipes en interne, pendant toute la durée du projet, sur un projet comme ça, que ce soit la direction de l'usine, les services techniques, les gens du procédé, on sent vraiment une vraie motivation à travailler sur ces sujets-là. Et ensuite, il y a tout le volet où la mairie s'est impliquée, où là c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un dialogue qui s'instaure entre la mairie et l'industriel qui est vraiment intéressant et fructueux. Voilà, donc ça, c'est vraiment des projets emblématiques. Des potentiels projets comme ceux-là, il y en a encore beaucoup. Aujourd'hui, il y a souvent des freins divers et variés qui font qu'ils ne se font pas. Complexité technique, difficulté de monter des partenariats sur une si longue durée entre un industriel et une mairie, mais... Vous connaissez peut-être plus près de chez nous, il y a Constellium qui alimente la moitié de la ville d'Issoire avec son réseau de chaleur. Ouais. C'est pareil, c'est plutôt... Pareil, voilà. Et là, il y a encore des volumes importants. Mm. Le résultat, c'est que pour l'industriel, lui, c'est surtout un enjeu de mobilisation de ses équipes internes et de communication. Financièrement, je ne pense pas qu'il ait beaucoup gagné là-dessus. Mais en termes d'image, en interne comme en externe... Ça rentrait complètement dans sa politique RSE. Très important pour lui. Mm. Et pour la mairie, aujourd'hui, donc la mairie avait déjà une chaufferie biomasse. Je crois qu'il devait y avoir un résiduel de 20-30% au gaz naturel pour alimenter leur réseau de chaleur. Aujourd'hui, ils sont à...
on met en service. Donc on verra, mais l'objectif il est à 97 ou 98% décarboné sur le réseau de chaleur de la ville. Biomasse plus récupération de chaleur industrielle. C'est un autre exemple, mais je vais peut-être pas, là c'est un exemple plus technique chez un industriel, peut-être qu'il vous intéressera moins. Voilà, c'est un exemple vraiment en process chez un carisseur. On a mis une chaudière de récupération. Je vais passer, je vais laisser la parole au suivant. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On va passer maintenant, M. Chevet en parlait tout à l'heure, de l'aspect dispositif d'accompagnement et de financement de la décarbonation. Donc je vais demander à Annick Desgouttes de l'ADEME, merci de nous avoir rejoints, de venir me rejoindre. L'objectif, c'était de vous présenter deux dispositifs, alors dont un sur lequel l'ADEME et BPI sont mobilisés, mais surtout deux dispositifs voilà, qui sont en lien avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le premier, c'est le dispositif Innovert, qui est un dispositif dédié aux entreprises, donc TPE, PME, ETI jusqu'à 2000 salariés implantées en Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont un projet d'éco-innovation en phase de R&D. Donc en gros, éco-innovation qui dit éco-innovation dit plus-value environnementale. Donc bien évidemment, tout ce qui va être lié, vous le voyez à droite, avec les domaines prioritaires, à l'énergie, à la décarbonation, à l'efficacité énergétique, enfin, toutes ces thématiques-là peuvent rentrer dans le champ du dispositif. Et quand on parle d'éco-innovation en phase de R&D, c'est vraiment une entreprise qui veut développer un nouveau procédé, un nouveau service, un nouveau produit éco-innovant. L'idée, c'est qu'il y ait une réelle rupture par rapport à ce qui existe quand même sur le marché. Alors, on est aussi sur l'innovation incrémentale, mais il faut quand même qu'il y ait un vrai gap entre ce qui existe aujourd'hui et la solution qui est proposée par l'entreprise. C'est un appel à projet permanent et on a un comité tous les mois qui se réunit et qui étudie les dossiers reçus le mois précédent. On peut déposer en étant soit une PME unique avec son propre projet, soit dans le cadre d'un projet en consortium, plusieurs entreprises entre elles ou entreprises et labos. Dans le cas des labos, ceux-ci ne sont pas financés dans le cadre du dispositif, dans le cadre d'un consortium. Le caractère innovant en lui-même du dispositif, vous le voyez en titre, un dispositif, 3 missions. C'est tout l'intérêt d'Innovert en fait. On a un volet financement en lien avec BPI, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'ADEME, donc qui peuvent intervenir soit sous forme de subvention plafonnée à 50 000 € dans le cas de l'ADEME, soit sous forme de prêt à taux zéro qui peut aller de 50 000 à 1 million d'euros, donc on peut quand même financer des beaux projets. Et ce prêt-là à taux zéro avec différé de remboursement, il est accordé conjointement par la région et BPI France. Dans certains cas, BPI peut intervenir seul aussi sous forme d'avance remboursable. C'est le cas par exemple pour des entreprises qui auraient moins d'1 an, qui n'auraient pas encore un premier bilan. Ça, c'est la partie financement. Ce qu'on peut aussi avoir via Innovert, c'est un volet expérimentation. J'ai développé une solution éco-innovante, je souhaite la tester en conditions réelles, auprès d'une collectivité partenaire. Donc on travaille avec la métropole de Lyon, de Saint-Étienne, de Grenoble, la CAPI, la communauté d'agglo Porte de l'Isère et le département de l'Isère. Bien évidemment, il faut que l'éco-innovation rentre dans le champ de compétences des collectivités. Vous voyez bien que si vous développez un nouveau process industriel, ce n'est pas la métropole de Lyon qui va le tester. Par contre, il peut y avoir des solutions, alors qui ne vont pas concerner forcément les industriels, mais des solutions sur tout ce qui va être lié surtout à villes et territoires durables qui peuvent être testées en lien avec l'énergie, bien sûr, auprès des collectivités partenaires. Et puis, on a un troisième volet qui est sur de l'accompagnement de projet, surtout parce qu'on fait de la mise en relation avec des experts propriété intellectuelle et normalisation de l'INPI et de la FNOR, parce que les entreprises n'ont pas forcément toujours les contacts au moment où elles déposent le dossier. Sur le volet propriété intellectuelle, je pense que vous voyez de quoi il est question. Est-ce que je dois déposer un brevet ou pas, France, étranger? Sur la question de la normalisation, on pense généralement relativement facilement au sujet est-ce qu'il y a des normes et réglementations applicables que je n'aurais pas forcément identifiées. Certes, la FNOR peut intervenir là-dessus, mais il y a aussi un autre volet sur lequel ils peuvent intervenir, c'est une vraie réflexion sur est-ce qu'il n'y a pas, s'il n'existe pas justement de normes et de réglementations, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à créer une norme autour de mon éco-innovation, que mon éco-innovation devienne la norme. Et on a eu le cas avec une entreprise, alors pas dans le domaine de l'énergie, désolé, une entreprise qui s'appelle Biomae, qui fait de la bio-indication avec des petites grammaires, des petites crevettes, et il n'y avait pas de normes en fait sur son procédé de bio-indication, et donc ils ont travaillé avec la FNOR sur la création d'une norme autour de leur procédé. Donc je ne vous raconte pas l'avantage concurrentiel, parce que c'est eux la référence aujourd'hui sur le marché. Par contre, c'est quelque chose qui est relativement long, mais l'intérêt de la FNOR, c'est de voir avec vous un peu un go-no-go pour aller sur ce champ-là.
Donc vous voyez, Innover, aujourd'hui, on est 12 partenaires Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Nous, on est là pour coordonner et piloter le dispositif, pour faire le lien avec vous, entreprises aussi, si vous avez un projet, avec vous aussi, acteurs institutionnels. Hein. Je sais qu'il y a la CCI, j'ai déjà échangé avec certaines personnes des CCI, de Drôme, d'Isère, etc., sur des projets, pour regarder un peu avec vous, est-ce que ça peut rentrer ou pas dans le dispositif. Alors, on ne va pas rédiger à votre place, hein, mais on peut vous aider voilà, dans le montage, on peut relire. Et vraiment, ce dispositif, sa force, c'est vraiment ce regroupement des 12 partenaires. Avec un seul dossier, votre projet, il est examiné par l'ensemble de ces acteurs-là. Et vous avez un retour, dans l'idéal positif, mais même quand il est négatif, on essaye toujours de l'argumenter et de vous expliquer ce qui nous semble un peu léger dans le projet. Et c'est aussi intéressant pour vous. Alors, je sais qu'on n'aime pas entendre des critiques, mais ça peut aussi vous faire grandir si on est 12 à vous dire on pense que là, votre stratégie d'innovation, elle n'est pas claire, elle n'est pas précise. On pense qu'il y a un écueil là-dessus. Voilà, ça peut être aussi intéressant d'avoir ce retour-là de la part des différents experts avec notre casquette diverses et variées. Les critères d'évaluation, je passe très rapidement, c'est les critères classiques des projets d'innovation. Le deuxième dispositif, tu peux changer du coup, Philippe. Oui, alors juste là pour vous dire, on a un site internet où vous retrouverez le dossier de candidature, toutes les informations sur le dispositif, et là vous avez toujours les dates des 2 prochains comités. Donc voilà, si vous voulez savoir quand tombe le dispositif, vous avez les dates, et il est bien reçu, reconduit pour 2022. On n'est pas sur de l'appel à projet là. C'est un appel à projet, mais permanent en fait. Permanent, ouais. Voilà. L'autre dispositif dont je voulais vous parler, donc lui, c'est un dispositif 100% région, déployé sur le territoire par notre agence, l'ENE, donc l'Espace Numérique Entreprise et l'ARACT. Ce dispositif s'appelle « Être accompagné dans mon projet Industrie du futur ». Et au sein de ce dispositif-là, qui est une aide au conseil, il y a un lot spécifique sur le sujet maîtrise des consommations et des ressources, optimisation des procédés. Donc, on travaille avec des consultants, prestataires, même au sens large, labellisés. Donc Coretech fait partie des prestataires labellisés. L'idée, c'est de pouvoir accompagner l'entreprise via ce lot-là sur 3 sujets. Soit la reconfiguration de ses modes de production en limitant son impact sur l'environnement. Alors, on peut traiter d'énergie, mais pas que. Hein, on peut traiter aussi d'autres sujets. Ça peut aboutir soit à l'optimisation de procédés, à de l'investissement dans un nouveau procédé, ou dans de rares cas, peut-être à de l'éco-innovation, au développement d'un nouveau procédé. On peut travailler aussi sur l'amélioration, l'optimisation et l'identification d'approvisionnement plus durables et d'une réflexion sur l'optimisation de la consommation des ressources. Donc là, on est plutôt voilà, sur le flux amont-aval, j'ai envie de dire, du process. Et puis, plus largement, on peut travailler sur la stratégie environnementale, comment mettre en place notamment une démarche d'économie circulaire. Alors là, on ne fait pas de l'accompagnement sur l'ISO 26000, sur de la RSE, sur l'ISO 14001. Ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment de se dire, je suis une entreprise, j'ai envie de me lancer dans la démarche, mais je ne sais pas du tout par quel bout prendre les choses. Ou au contraire, j'ai commencé des choses, mais bon, je ne suis pas certaine d'être sur la bonne voie ou je voudrais aller encore plus loin. On peut faire bénéficier de l'entreprise d'un accompagnement via ce dispositif-là. Donc c'est une aide conseil, comme je vous le disais, subventionnée à hauteur de 50% dans la limite de 16 000 €. Donc ça veut dire qu'on peut monter jusqu'à 32 000 € de prestations. 32 000 € en termes de jours de conseil, c'est quand même déjà pas mal. C'est un maximum, hein, donc ça peut être une prestation de 10 000 € financée à hauteur de 5 000 €, hein, par exemple. Et comme je vous le disais, enfin non, je ne l'ai pas dit, je vous l'ai dit pour l'autre, c'est un comité au fil de l'eau. Il y a un comité, enfin les dossiers sont étudiés en fait régulièrement. Après, il y a un passage au vote des élus, bien évidemment. Alors, c'est pas tous les mois, mais en tout cas, l'étude et la validation des dossiers se fait quand même relativement rapidement. Et c'est un financement, alors j'ai dit région, mon Dieu, je vais me faire taper sur les doigts, c'est État-région, excusez-moi, ne pas oublier l'État dans ce dispositif. Donc, il est vraiment complémentaire, il n'est pas dédié à de l'innovation, hein, c'est vraiment de l'aide au conseil au sens large, et la décarbonation peut faire partie des sujets qui sont traités dans ce dispositif. Et juste pour terminer, donc c'est pas un dispositif, mais c'est un événement, je fais ma pub. Nous organisons le 2 décembre prochain à Lyon, dans les locaux de la région, un événement qui s'appelle Énergie pour Industrie, qui est la 3e édition de cet événement. Le thème de cette année, c'est le même que l'année dernière, c'est celui de la décarbonation. Donc on a une table ronde introductive avec des experts plutôt au niveau national sur le sujet de la décarbonation. Ensuite, on a des ateliers qu'on a voulu cette année orienter sur le degré de maturité de l'entreprise sur le sujet. En gros, ça commence de... je ne sais pas par quel bout prendre le sujet. D'abord, commençons peut-être par un audit, voyons un peu quelles sont vos consommations.
jusqu'à, après, on monte en complexité. Donc, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, hein. On travaille sur les procédés, on optimise les procédés. Après, on réfléchit peut-être à l'électrification, à l'intégration de l'ENR. Pourquoi pas, on aborde la question de l'hydrogène, pardon. La question de l'emploi aussi. Il y a un réel enjeu sur les compétences dans le domaine de l'énergie pour travailler au sein des entreprises industrielles. Et on va bien sûr, il y a un volet financement. Et on va terminer avec le sujet de la relation entreprise-territoire, cette relation un peu gagnant-gagnant dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site internet et les inscriptions ouvrent jeudi. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y aura aussi des rendez-vous B2B qui seront possibles entre participants avec l'ensemble des partenaires. Et là aussi, on est sur quelque chose de partenarial parce que l'agence organise, mais derrière, dans le COPIL, nous sommes 20 structures organisatrices, copartenaires, donc à la fois institutionnelles, dont l'ADEME, dont BPI, dont Engie aussi fait partie de l'organisation de cet événement, et d'autres. Donc voilà, c'est un bel événement et je vous invite à y participer. Vous avez eu les informations génériques sur les décarbonations. On a bien compris les enjeux, hein, maîtriser, réduire les consommations d'énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc nous, on va aller directement finalement à ce que l'ADEME peut vous proposer en termes d'accompagnement et principalement, il faut bien le dire, d'accompagnement financier. Voilà. Donc là, la petite carte d'identité de l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique, c'est opérateur de l'État pour un certain nombre de thématiques qui ont été pour la plupart évoquées ce matin. La transition énergétique, donc l'énergie, les énergies renouvelables, l'adaptation au changement climatique, tout ce qui est économie circulaire, déchets, de l'éco-conception, de l'écologie industrielle et territoriale, etc. La mobilité, bien évidemment, technologie de transport et organisation de la mobilité. Les sols pollués, traitement des friches industrielles, et j'en oublie peut-être quelques-unes, qualité de l'air, effectivement. Et dans l'énergie, on travaille aussi bien sur l'industrie que sur le bâtiment tertiaire principalement en ce moment. Voilà. Je dirais pas grand-chose des budgets, si ce n'est que notre budget habituel était de 700 millions d'euros jusqu'à l'année dernière où on a eu un paquet supplémentaire au titre de France Relance, du plan de relance de 2 milliards d'euros sur 2 ans. Voilà, qu'on est en train de mettre en œuvre au profit, au bénéfice des acteurs, que ce soit entreprises, collectivités, associations, dans les différentes régions. Voilà. Et donc, nous sommes Pierre, Laurent et moi-même, représentants de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes tous les deux basés à Clermont. Pierre travaille sur les solutions énergie dans l'entreprise, méthanisation et notre référent agriculture. Et pour ma part, je coordonne la mise en œuvre du plan de relance pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. Là, je vous ai mis un petit bilan du plan de relance en Auvergne-Rhône-Alpes. On vous communique ces chiffres simplement pour vous dire. Donc, on a ouvert, soit nationalement, soit régionalement, une vingtaine de dispositifs d'appel à projets ou d'appel à projets au fil de l'eau ou à échéance depuis l'année dernière. Plan de relance à 1 an. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a sélectionné 450 projets lauréats. Donc bénéficiaires lauréats, entreprises ou collectivités, plus entreprises que collectivités en l'occurrence, pour 66 millions d'euros d'aide. Et ça représente à peu près 20% du même bilan au niveau national. C'est pour vous dire que l'Auvergne-Rhône-Alpes est très riche de projets, parce que c'est avant tout vous qui portez les projets, encore une fois, sur les territoires, dans les entreprises, etc. Et nous, on n'est que là pour vous aider à les amener plus vite, plus loin, plus efficacement. Voilà, donc après, je vais passer aux aides à la décarbonation. Je vais vraiment, puisque c'était le focus demandé aujourd'hui, je vais plus vous parler des autres thématiques. En commençant par les aides, ce qu'on appelle les aides à la décision, celles qui vont vous permettre, dans un premier temps, de faire le point sur votre situation et de décider ce que vous allez pouvoir faire ensuite ou approfondir avant de faire.
Une première approche qu'on avait développée côté ADEME, ça s'appelait à l'époque TPE, PME gagnante, et qui désormais est déployée par BPI France dans le cadre d'un partenariat ADEME BPI France et qui s'appelle l'approche multiflux ou le DIAG écoflux pour les entreprises pour les sites industriels ou autres d'ailleurs, entre 20 et 250 salariés. Donc ce DIAG écoflux leur permet de disposer d'un bilan des consommations de matières premières, d'énergie et d'eau, bilan des déchets produits, des gaspillages, identification des gaspillages, identification des économies réalisables à temps de retour court. Globalement, on vise un temps de retour sur un an. Donc c'est un plan d'action zéro regret et on y va tout de suite. Donc, comme vous aurez la présentation, vous aurez les liens qui vont bien pour en savoir plus. Et donc, pour les moins de 20 salariés, donc il y a une prestation équivalente qui est proposée par les réseaux des chambres de commerce et d'industrie et les réseaux des chambres de métiers et de l'artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes, toujours dans le cadre d'un partenariat avec nous. Voilà, donc c'est quasiment la même, c'est le même objectif exactement. Et puis, côté ADEME, donc, ça a été évoqué par, je cherche notre intervenante tout à l'heure, par Coretech. Effectivement, les études sont souvent une étude de faisabilité technique, économique, parfois juridique, quand il y a des partenariats à monter, etc., sont souvent nécessaires préalablement aux gros investissements. C'est évident. Donc là-dessus, nous, on peut vous aider sur les études de faisabilité également, à des taux qui varient en fonction de la taille de l'entreprise. Et on met à disposition, je vous permets, des cahiers des charges type qui vous permettent aussi d'orienter les consultations, d'organiser vos consultations de cabinet de conseil. Chaufferie biomasse ou pour une étude de valorisation de chaleur fatale, par exemple. Mais il y a plein de cahiers des charges avec pas mal de cas de figure possibles sur le site DIAG ADEME. Mais là, c'est pareil, dans Agir pour la transition, vous serez redirigé vers ces cahiers des charges type. Et n'hésitez pas à nous consulter directement sur le site de Clermont, en l'occurrence, pour avoir si vous avez besoin d'être accompagné pour être orienté sur ces cahiers des charges-là. Ensuite, donc les aides aux investissements matériels. Donc deux volets, ce qu'on appelle le fonds de décarbonation de l'industrie, ça c'est pour les gros investissements, et tremplin pour la transition écologique des PME, souvent raccourci en tremplin PME. Ça c'est pour les investissements pire que standard parce que c'est un catalogue, c'est un catalogue d'investissement type. Je dis pire que standard parce que dans les C2E, par exemple, opérations standard, c'est quand même des opérations déjà parfois un petit peu compliquées. Là, c'est vraiment des achats catalogues. Ou quasiment. Voilà, donc je vais vous parler d'abord du fonds de décarbonation de l'industrie avec un premier volet qui est l'efficacité énergétique et l'électrification. Donc l'ADEME opère les aides du plan de relance pour les projets supérieurs à 3 millions d'euros. C'est vrai que ça commence à chiffrer un petit peu. Sur tout ce qui est efficacité énergétique, transformation des procédés, adaptation des procédés ou utilités d'ailleurs. Et également des projets qui concernent des alternatives aux matières premières entrantes, par exemple, qui sont également générateurs d'économies d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc pour les investissements de décarbonation de l'industrie inférieurs à 3 millions d'euros, c'est le guichet de l'agence de services et de paiement. Donc c'est l'encart sur la gauche, avec là encore une liste qui est publiée sur leur site des investissements éligibles. Et on a organisé avec l'Adréal et la T2E au mois de juin un webinaire sur la décarbonation de l'industrie. Il est disponible en ligne. Vous avez ici l'accès à la page de notre site internet régional qui peut vous permettre soit juste de visionner les diapos, soit d'écouter le webinaire avec les échanges qui ont eu lieu ce jour-là. Donc voilà, c'est une ressource supplémentaire. Le volet chaleur décarbonée, donc ce qu'on appelle chez nous les chaufferies biomasse, les chaufferies bois. C'est l'appel à projet BCIAT pour ce qui est des puissances supérieures à 12 000 MWh par an. Les productions, pardon, pas les puissances. Les productions supérieures à 12 000 MWh par an. Donc une aide à l'investissement plus une aide au fonctionnement
qui n'est pas encore complètement calé, mais qui est là, qui sera là pour compenser donc les surcoûts, les coûts additionnels des combustibles biomasse par rapport aux combustibles fossiles. On a actuellement 4 lauréats en Auvergne-Rhône-Alpes. 2, je me suis trompée, c'est 2 sur le plan de relance, et puis 2 sur le fonds chaleur qu'on avait pris en 2020, au moment où le plan de relance n'était pas encore complètement opérationnel. Et là aussi, celui-ci, BCIAT supérieur à 12 000 MWh par an, c'est jusqu'au 14 octobre. Donc, il faut que les projets soient dans les tuyaux et même bien avancés dans le pipe pour être déposés. Mais même constat que c'est le fonds de décarbonation de l'industrie, hein, dans tous les cas, donc celui sur lequel on n'a pas trop de visibilité 2022. Donc, n'hésitez pas à déposer des projets. Et encore une fois, vous pouvez prendre contact avec Pierre. Je vous parlerai d'un document là où vous aurez les contacts tout à l'heure. Voilà. Et pour les chaufferies bois de moindre production, donc comprises entre 1200 et 12 000 MWh par an, c'est une instruction au fil de l'eau sur un dispositif d'aide plus classique de l'ADEME, qui est accessible sur une plateforme dont je vous reparlerai aussi. Et en dessous de 1200, vous allez peut-être me poser la question, en dessous de 1200 MWh par an, en dessous c'est Tremplin, c'est le dispositif qui vient après. Donc le dispositif Tremplin PME, le guichet Tremplin, donc ce sont des financements forfaitaires d'un catalogue d'investissements, alors matériel ou immatériel, il y a des études, il y a des investissements également, donc réservés aux PME et bien évidemment en lien avec la transition écologique. Tremplin a complètement rempli ses objectifs sur le premier semestre 2021, donc il a été réduit dans son périmètre à partir du 25 juin. Il y a 2 thématiques qui ne font plus partie des thématiques aidées, c'est la mobilité et la rénovation énergétique des bâtiments industriels. Mais il reste les 4 thématiques qui y étaient déjà, que sont donc le changement climatique, donc un bilan gaz à effet de serre est éligible à l'aide Tremplin, des stratégies bas carbone également pour les PME. Production de chaleur ou de froid renouvelable, c'est là qu'on trouve nos petites chaudières biomasse. L'éco-conception et puis l'économie circulaire et la gestion des déchets. Et bon, en Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 250 lauréats, tous départements confondus sur ce guichet, qui est ouvert en principe jusqu'à fin 2021, mais bon, l'ADEME, on arrête nos engagements budgétaires fin novembre, donc là encore, il vaut mieux vous manifester, je dirais, avant fin octobre, sur une aide Tremplin, pour demander une aide Tremplin. Voilà, je suis toujours dans les temps. De toute façon, je conclus. Oui, 2 minutes. Est-ce que c'est bon, Philippe ? Merci. Donc, les informations pratiques, vous avez le site agirpourlatransition.adem.fr, c'est le site qui regroupe l'ensemble de nos aides, appel à projets, aide à la décision, aide aux investissements, etc. Où vous retrouvez les cahiers des charges, dispositif par dispositif, dont vous parlez Pierre tout à l'heure. Et dessous, vous avez l'adresse du site internet régional. Il y a un carrousel d'actu et en première position du carrousel d'actu, vous avez cette note qu'on vous a portée en version dupliquée. On fait plus beaucoup de papier, mais quand même, quand l'occasion se présente, c'est l'ensemble de l'offre de l'ADEME aux entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous y retrouverez d'autres thématiques que la décarbonation qu'on a évoquée cet après-midi. Et je ne l'ai pas porté cet après-midi parce qu'on était plutôt sur la cible industrielle, mais il y a la même note en deuxième position du carrousel pour les collectivités. Donc voilà, n'hésitez pas à la consulter également. Voilà. Merci beaucoup. Et vous avez à la fin de la note également tous les contacts, les noms des collègues avec les thématiques qu'ils traitent. Donc vous retrouverez les coordonnées de Pierre Laurent. Ouais. Bravo. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est un retour d'expérience de l'initiative de la Banque Populaire qui date il y a tout juste un an, du 15 septembre 2020, de créer la Banque de la transition énergétique. Donc je vous explique un petit peu ce que c'est, et puis ça va rebondir un petit peu à ce qu'on a vu déjà autour de la décarbonation de l'industrie.
sur la genèse de cette initiative, en fait, c'est le premier point, c'est la raison d'être d'une banque coopérative. Hein. Nous, c'est la raison d'être de la Banque Populaire, c'est favoriser le développement pérenne des entreprises. Or, la grande conviction que j'ai, moi, c'est qu'une entreprise aujourd'hui qui ne prend pas le train de la conviction énergétique n'aura pas de développement pérenne. Hein. Ça, c'est vraiment... Et donc, dire que nous, qu'on doit le favoriser, comment on fait, hein, côté Banque Populaire, pour favoriser nos clients vers la transition. Et c'est bien ça l'ambition de cette initiative. Et puis, moi, j'étais directeur général adjoint de la banque auparavant, et là, j'ai décidé de me consacrer à 100% sur ce sujet, parce que je pense qu'il est essentiel. Et en fait, c'est trois expériences qui m'ont vraiment motivé pour accélérer sur la transition énergétique. Première expérience, c'est un client qui me dit qu'il a perdu un énorme contrat. Il était sous-traitant dans la vallée de l'Arve, et son donneur d'ordre, la première question qu'il lui a posée, quelle est votre politique bas carbone? Il n'en avait pas. Il n'a même pas pu parler de tarifs, volumes, etc. Il a été exclu du marché. Donc il y a un enjeu de compétitivité énorme pour les PME, les sous-traitants, d'avoir effectivement cette démarche. Au-delà de la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, c'est un enjeu aussi de réduction du coût de l'énergie demain. Il y a un enjeu de compétitivité pour une entreprise, pour une PME, d'être aujourd'hui engagée dans la transition. La deuxième expérience que j'ai, alors j'ai créé en 2013 le fonds OSER, hein, qui est un fonds avec la région pour pouvoir accompagner des développements d'énergie renouvelable sur tout le territoire. Hein. D'ailleurs, on travaille pas mal avec Vichy Communauté, hein, n'est-ce pas? Et j'étais très déçu parce que le fonds OSER, il marche très bien. On a accompagné une quarantaine de projets sur tout Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis la banque, elle en a financé 0. Donc il y a un problème, quoi. On a un problème d'expertise au niveau de la Banque Populaire. Il faut qu'on se dote d'expertise. Dans le métier bancaire, il y a un incontournable, il ne changera jamais, c'est un banquier qui ne comprend pas, c'est un banquier qui ne prête pas. Hein, ça, c'est clair. Donc, si on veut accélérer, il faut qu'on comprenne, donc il faut qu'on se dote d'une expertise. C'était le deuxième sujet pour créer la Banque de transition énergétique. Et puis, le troisième élément, alors c'est un élément qui est un peu moins industriel, mais plus sur la clientèle de particuliers. Moi, j'ai été assez interpellé parce que depuis 3 ans, je voyais que nos clients particuliers, nos épargnants, m'interpellaient de moins en moins sur la rémunération de leur livret, mais sur le sens. En me disant, mais qu'est-ce que vous faites de notre épargne? Est-ce que l'épargne qu'on confie à la banque, il sert à la transition énergétique? Et bien dans la banque, je n'avais pas de réponse. Hein, parce que, en fait, une banque, il y a de l'épargne qui rentre, des crédits qui sortent, mais je ne peux absolument pas dire que c'est votre épargne qui a servi à tel projet, et donc il y avait un besoin. Donc je lance une étude de marché début 2020, où là, les clients particuliers, ils me répondent vraiment, ils disent, à 70%, ils disent oui, on veut donner du sens à notre épargne, que notre épargne, elle serve à la transition. Et ils mettent 2 réserves. Première réserve, c'est que notre épargne, elle serve à des projets de territoire. On ne veut pas que notre épargne, elle serve à financer de la méthanisation en Bretagne, on veut que ça soit du concret sur le territoire. Donc côté Banque Populaire, ça nous allait bien, parce que nous, on prête que dans la région, hein. Enfin, donc ça allait bien. Et puis la deuxième réserve était plus embêtante, c'est faites-vous confiance à la Banque Populaire pour avoir cette traçabilité. 85% disent non, on n'est pas confiant, il n'y a que 15% qui disent qu'ils sont confiants. Donc une vraie défiance, hein. Il y a beaucoup de greenwashing, il y a beaucoup de choses, on dit mais comment on peut faire pour rétablir cette confiance, hein? Alors il y a une défiance vis-à-vis des banques depuis très longtemps, des institutions, il n'y a pas de doute, mais dire on ne peut pas maintenir cette défiance. Donc on va essayer de trouver dans la Banque de transition énergétique un moyen de restaurer la confiance et d'avoir une vraie promesse, qui est de dire l'épargne, elle sert vraiment à la transition. Et alors, j'ai essayé de trouver une solution, et en fait, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le monde de l'épargne, il y a un seul produit simple qui est traçable aujourd'hui, c'est le livret A. Pourquoi? Parce que quand vous souscrivez un livret A, l'argent il quitte la banque pour aller à la caisse des dépôts, et la caisse des dépôts, elle finance le logement social. Donc vous savez, comme vous mettez 1 euro sur un livret A, il y a 70 centimes qui financeront le logement social. Et je me dis, bon, on va faire la même chose. En toute modestie, on ne va pas copier une caisse de dépôt, mais un peu le même système. En disant, voilà, on va collecter de l'épargne à la Banque Populaire, et cette épargne, elle va quitter la banque pour être confinée, cantonnée au niveau de la Banque de transition énergétique, et elle ne servira que à financer des projets de transition. Et avec une traçabilité qui va bien, un site internet qui monte de dossier par dossier tout ce qu'on a pu financer, pour restaurer cette confiance.
Donc ça marche du feu de Dieu, on a lancé ça le 15 septembre, 150 millions quand même d'épargne de particuliers qui ont été levés en un an. Et moi ça met une sacrée pression parce qu'en face des 150 millions d'épargne levées, il faut qu'il y ait des financements à faire. Et donc là, le projet de la Banque de transition énergétique, c'est de pouvoir mettre la banque en mouvement vers le financement de la transition. Et la stratégie, elle est simple. La stratégie qu'on a développée, c'est 3 leviers sur 3 marchés. Les 3 leviers qu'on active au niveau de la banque, c'est 1, de l'expertise. Je vous ai dit, si on ne comprend pas, on ne prête pas. Donc il faut qu'on comprenne. Donc on a une équipe de 9 personnes d'experts de transition. Quand un dossier il arrive à la banque, il est traité par les experts pour pouvoir comprendre le modèle économique, pour comprendre exactement comment... Enfin, qu'on prête. Un conseiller bancaire, alors on a Olivier qui est exceptionnel et qui est expert en tout, mais on ne peut pas demander à un conseiller d'être spécialiste en méthanisation. On a besoin d'avoir une expertise dédiée au sein de la banque. Donc on crée une expertise dédiée. Deuxième levier qu'on active, c'est les offres. L'offre bancaire classique, le crédit classique, il est très bien, mais il n'est pas forcément suffisant pour pouvoir satisfaire des besoins de transition énergétique. Il y a des questions de crédit bail, des questions de tiers financement, qui sont aussi des solutions innovantes qui servent effectivement à pouvoir financer des projets de transition. Moi, je voyais dans les exemples que l'ADEME avait cités des lauréats, il y en a certains qu'on va financer en tiers financement. Donc c'est un tiers qui porte l'investissement et qui va louer en fait la prestation au client final sur une longue durée. Le nerf comprimé que vous avez évoqué à un moment donné. Énergie circulaire. Comment? Énergie circulaire. Ouais, non, mais je vois... dans l'un. Troisième, et puis le troisième levier qu'on veut développer, qui est sûrement le plus important, c'est des partenariats. En disant, quelle que soit notre expertise, on ne sera jamais que des banquiers. Donc ce n'est pas nous qui allons vous apporter des solutions de transition énergétique. Donc il faut qu'on trouve des sociétés sur la région qui soient fiables, qui aient cette capacité de vous accompagner, des diagnostiqueurs, des bureaux d'études, des installateurs photovoltaïques, des maîtres d'œuvre, qu'on sélectionne et qu'on peut orienter ensuite vers nos clients qui ont un projet en disant voilà, on propose une solution grâce aux partenaires qu'on a sélectionnés, et puis on fera le financement derrière. Mais d'abord, il faut que vous ayez la solution. Et donc c'est vraiment ça, et pour revenir sur l'ambition de départ, pour être proactif vis-à-vis des entreprises, pour proposer des solutions. Et ces 3 leviers, on les applique sur 3 marchés. Le premier marché, c'est le marché des énergies renouvelables. Donc, en disant aujourd'hui, on a développé une expertise sur le photovoltaïque, la méthanisation et l'hydroélectricité. Il y a quand même pas mal encore d'hydro. Sur l'éolien, on n'a pas vraiment développé d'expertise parce que le potentiel en Auvergne-Rhône-Alpes, il n'est pas énorme, il ne faut pas se le cacher. Le futur de l'éolien, il est plutôt offshore, et puis on n'a pas beaucoup de rivage en Auvergne-Rhône-Alpes. En mettre sur le lac d'Annecy, j'imagine pas. Et sur le photovoltaïque, honnêtement, aujourd'hui, c'est une technologie qui est mûre. C'est que vous le fassiez en injection sur le réseau pour faire un complément de revenu, ou encore mieux en autoconsommation pour effectivement vous affranchir d'une certaine dépendance au prix de l'électricité demain. Ça, il faut le faire. Honnêtement, vous avez une toiture de 500 mètres carrés plein sud, mettez des panneaux. Et après, vous verrez en fonction de votre profil de consommation si vous faites de l'autoconsommation ou de l'injection. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc il y a beaucoup de photovoltaïque. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est qu'on ne développe pas des grands parcs au sol, des choses comme ça, mais qu'on se spécialise dans des petits dossiers. Des petits dossiers, qu'on puisse donner une réponse très vite et qu'on puisse vous accompagner en financement sur les petits dossiers de photovoltaïque. C'est ce qu'on a. En dossier d'énergie renouvelable, on en a inscrit 275 en l'espace d'1 an. Donc c'est quelque chose qui se développe et il faut accélérer là-dessus. Le deuxième marché qu'on développe, c'est l'efficacité énergétique, au sens très large. Le premier, c'est la rénovation énergétique de l'habitat, qui ne décolle pas aujourd'hui, ou alors qui a pendant longtemps, dont les aides ont été consacrées à de la rénovation partielle, à savoir des fenêtres, des combles, alors que la nouvelle loi climat-résilience, elle est en faveur de la rénovation globale et performante, et c'est celle-là qui permettra effectivement pour l'habitat de pouvoir réduire l'émission de gaz à effet de serre. Alors c'est des sommes supérieures, c'est vrai que la rénovation globale, c'est entre 25 000 et 40 000 euros, voire plus, de rénovation, mais vous avez un diagnostic complet, l'ensemble des flux, et forcément vous avez besoin de financement derrière, et la banque elle est là. On a passé un partenariat avec une entreprise
s'appelle Causinergie, qui est spécialisé dans le diagnostic de performance globale. Moi, je veux pas. De toute façon, les combles à 1 euro, il n'y a rien à financer. Hein. 1 euro. Bon. Mais vraiment avec une vraie expertise sur la question. Et puis après, il y a le monde de l'efficacité énergétique, la décarbonation de l'industrie. Et ça, c'est un des axes essentiels pour la Banque de transition énergétique. Hein. On a une clientèle à la Banque populaire de PME industrielles qui est très... Et là, je pense qu'on a eu un très bon exemple avec tous les intervenants précédents. Il y a énormément d'aides aujourd'hui qui existent. C'est un peu une jungle. Les C2E, c'est compliqué, hein, il y a des fiches à faire. Après, les C2E, on ne sait jamais à quel prix on les vend, hein, parce que c'est même pas un prix fixe. Hein, c'est exprimé en CUMAC. En fonction des fournisseurs, vous allez le valoriser avec un prix différent. Et donc, nos partenaires, eux, ce qui vont vous permettre, en accompagnement des aides de l'ADEME, du DIAG Ecoflux, etc., c'est de permettre de vous faire connaître les aides. Hein, là aussi, on est des relais de connaissance des aides, de vous faire un diagnostic, de pouvoir vous orienter vers les solutions, de vous faire un plan de financement, ça c'est important, en essayant d'optimiser toutes les aides qui existent, et il y en a beaucoup. Regardez le document de l'ADEME, hein. C'est peut-être le seul où on a une vision d'ensemble des aides. Hein. Il est très bien fait, hein. Mais il y en a beaucoup d'aides, hein. Donc il faut optimiser les aides, et puis après, avec toutes les aides, vous aurez un financement aller jusqu'à 60%, entre 40 et 60% de votre plan d'investissement à l'arrivée, peut-être plus sur certains cas, et puis il vous restera le reste à financer. Et donc la Banque populaire, elle est là pour financer le reste en crédit bail, en tiers financement, voilà. Ça c'est notre... Monsieur Grenier, si on peut juste tenir le timing, ouais. je vous remercie. Oui, pardon, je suis très... Et puis le troisième axe sera un axe d'innovation, hein, plutôt qu'on a développé. Aujourd'hui, plutôt en veille, l'hydrogène, les smart grids, ça va être la révolution de transition énergétique de demain. En revanche, il n'y a pas encore véritablement de modèle économique aujourd'hui. Hein. C'est vraiment, ce sera pour demain. Et donc, on se met en situation de financer quand les modèles économiques pourront émerger. Donc voilà. Donc, et puis pour se faire aider, on a créé un comité consultatif au niveau de la Banque de transition énergétique, de manière à ce que justement tous les grands acteurs de la transition de la région soient associés à notre stratégie. Donc on a l'ADEME avec Jérôme Dassigny qui fait partie du comité consultatif, on a la région avec Catherine Azopardi, on a des grandes entreprises, la CNR, les pôles de compétitivité, Ténergie, etc., pour bien effectivement arriver à cibler la stratégie. Et puis à l'arrivée, on a multiplié par 5 les crédits de transition énergétique de la banque en un an, puisqu'on va dépasser les 100 millions de crédits en un an, contre à peu près 20 l'année précédente. On va attaquer la dernière partie de cet atelier. Je vais peut-être demander à tous les trois si vous voulez nous rejoindre, Monsieur Rouel, Monsieur Ligier, Monsieur Laroffi, pour vos retours d'expérience. Comme ça, on va en même temps échanger et partager vos... Donc, Monsieur Rouel de SCBV, Monsieur Ligier de l'entreprise éponyme et Monsieur Laroffi de Cap L'Oréal. Bonjour à tous. Donc, on n'a pas fait de slide, nous, mais on va juste présenter qui l'on est, ce que l'on fait et où on veut aller. Donc, SCBV, c'est la Société commerciale du bassin de Vichy, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas plutôt. Qui l'on est, on appartient à un groupe, les Sources Alma. Sources Alma, c'est quoi? C'est 35 usines en France, 2 en Angleterre, 2 en Italie, 1 en Belgique, 1 au Luxembourg et 2 en Espagne. Il y en a une quinzaine aux États-Unis aussi. On appartient à une société familiale. Le patron s'appelle Ronan Papillot, il est basé à Los Angeles, il vient nous visiter une fois par an. Où l'on veut aller, on met de l'eau en bouteille déjà, donc ça c'est la première des choses. On travaille pour nos marques à nous, donc moi je travaille pour la marque Ceinture et Vichy, forcément. On a des marques diverses et variées dans le groupe. On a la marque Cristalline qui pèse 40% du marché de l'eau, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que 4 bouteilles sur 10 en France sont vendues de l'eau cristalline, c'est une eau qui n'a pas changé de tarif depuis le passage à l'euro, à 1,02 €. Donc voilà, puis après on a différentes eaux qui sont Thonon, Val, Sarsens, Ceinture, Vichy, Châtelet-Blanc, qui fait aussi partie de notre giron, bien aimé par M. Laroffi. Je confirme. Et donc voilà, donc où l'on veut aller, on a mis en place à Ceinture, on a fait un investissement assez important, on a mis en place
une usine de régénération où on va réinjecter et régénérer du plastique. D'accord ? Donc on va récupérer du plastique et l'objectif de l'Europe est d'intégrer en 2025 25% de PET recyclés dans nos bouteilles et en 2030 50% de PET recyclés. Donc il a fallu qu'on anticipe. Donc on a mis en place où on va réinjecter du PET recyclé. Donc on va passer 20 000 tonnes de PET recyclés par an. Aujourd'hui à Ceinture on a plusieurs sociétés. Donc on a la société d'embouteillage. On a aujourd'hui la société où on fabrique des préformes. On fabrique 2 milliards de préformes par an. Et on va avoir la société qui va fabriquer du PET recyclé. Donc comment ça se passe? Aujourd'hui, on reçoit des big bags de bouteilles broyées qui sont lavées. Et demain, on va pouvoir les laver parce qu'on a aussi installé des machines de broyeurs dans les grands supermarchés, notamment Auchan sur Clermont-Ferrand. Et on est en train de développer ça. Pour ensuite récupérer toutes nos bouteilles, les laver avec tout un process de nettoyage où on va faire de la récupération d'énergie forcément, notamment beaucoup de C2E, la récupération d'eau. Et l'objectif, c'est de valoriser tous nos déchets, parce que l'usine de recyclage génère 30% de déchets. Donc ces 30% de déchets, ça va être des plastiques qui sont non conformes, parce que nous, on va traiter que le PET, qui est la matière que moi j'utilise, mais les bouchons, c'est du PEHD, les étiquettes, c'est du polypro, il y a un petit peu de colle, etc., etc. Donc nous, on va utiliser ça. Tous nos déchets seront valorisés, ils vont dans un centre de valorisation. Le but, c'est de prouver aux gens que le plastique, le PET, c'est un matériau qui est recyclable à l'infini. Alors, on a fait des premiers essais, on a fait des premières bouteilles à 100% de PET recyclé. D'accord ? La différence, c'est que la clarté n'est pas tout à fait la même. Faut pas mentir, on n'a pas une bouteille de qualité comme si on achetait du vierge. D'accord ? Aujourd'hui, voilà. Donc, notre objectif, recycler, travailler sur l'économie circulaire. Avec un projet qui est unique en France et peut-être même en Europe. Ouais, on sera la seule usine en Europe à faire la boucle où on va recevoir des paillettes. Donc on est en train de monter un petit film de la paillette à la bouteille où on aura 0 km et qu'il y a à peu près 20 mètres entre l'usine d'extrusion et 50 mètres entre l'usine de fabrication, la mise en bouteille. Bravo. Merci. Bonjour, je suis Jean-Yves Laroffi. Je fais le même métier que David. En fait, je mets de l'eau en bouteille, ou en pot, ou en tube. Mais je la mélange avec des ingrédients et j'en fais des produits cosmétiques que j'expédie dans le monde entier. Et encore une fois, moi, je viens juste avec une bonne nouvelle, c'est que la décarbonation de l'industrie, qui était le thème, pour moi, bon, c'est nécessaire. On ne va pas continuer à faire de l'industrie comme on a fait ces dernières années. Il y a une prise de conscience. La deuxième chose, c'est que c'est possible. Encore une fois, les illustrations, David en a donné, l'ADEME en a donné, la Banque des Territoires en a donné. C'est possible. Et troisièmement, ça fédère, voire même ça rend attractif. Encore une fois, moi je vois la décarbonation de l'industrie comme un projet d'entreprise et dans lequel tous les salariés qui par ailleurs tous les jours contrôlent qualité mes produits, comme par ailleurs tous les jours conditionnent les produits, fabriquent ces produits cosmétiques, et ben pour eux en fait cette transition énergétique, cette transition écologique, c'est un objectif en tant que tel et à tout niveau de l'entreprise, ils se sentent associés à cette démarche et ils contribuent et ils proposent. Et la quatrième bonne nouvelle, c'est que c'est attractif. Encore une fois, pour des gens qui ne sont pas dans l'entreprise, et moi, comme peut-être François, comme peut-être David, moi je recrute en ce moment, je cherche en fait des personnes. L'entreprise citoyenne, l'entreprise qui fait cet effort, qui est encore une fois un investissement, elle a un avantage compétitif, et sur certains métiers, ça peut être un choix pour quelqu'un qui cherche un emploi, de se dire, moi je privilégie une entreprise citoyenne. Donc si je reviens, c'est nécessaire parce que, je ne vais pas vous refaire la copie, il faut relire les conclusions de Paris, d'accord de Paris, mais il y a quand même une urgence à agir, et une urgence aussi à agir parce que nos consommateurs nous le demandent, il faut qu'on les emmène, mais ils nous le demandent aussi, donc nous, si on n'agit pas, de toute façon, on va disparaître, et encore une fois, c'est notre responsabilité. C'est possible, encore une fois, parce que le progrès, et moi je suis un scientifique, je crois dedans, nous amène des solutions. Et ce qui n'était pas possible il y a 2 ou 3 ans, le devient. Aujourd'hui, avec Valérie Lassalle, avec Eric Thévenet, nos camions ils roulent au colza, et donc l'eau thermale, finalement, elle n'est pas consommatrice d'énergie fossile, mais c'est une énergie renouvelable. Les panneaux solaires, le produit solaire, on en a parlé tout à l'heure, a quand même beaucoup décru. Et maintenant, le rend, non pas comme un investissement à perte, on se disait on fait ça pour la gloire, non, on le fait parce qu'en plus, il y a une valeur économique, en plus de la valeur écologique. Ça, c'est les grands projets. Mais encore une fois, moi, je pense que dans la transition, il y a aussi une somme de petits projets. Aujourd'hui, c'est la journée des mobilités. On a parlé vélo, on a parlé bornes de recharge électrique, on a parlé évolution des comportements. David, il fait aussi du PCR et moi aussi.
mon consommateur, il est prêt à ne plus avoir son tube blanc de blanc, mais avoir quand même quelques nuances de blanc, parce que il se dit oui, voilà, même j'ai sorti des tubes en carton, hein, vous avez dû voir, des sachets en carton, des flacons en carton. Le tri, franchement, le tri sélectif, c'est bête comme bonjour, mais c'est quelque chose qui est capable également de créer les filières, de nourrir ces filières. Moi, quand je discute avec Suez, quand je discute avec Veolia, ils me disent oui, mais nous, on est en train de construire les filières, le recyclage des blouses, ce type de choses, donc c'est possible. Donc vraiment, c'est nécessaire. C'est aussi une question de survie pour nous, hein, de continuer à évoluer et de nous adapter à nos consommateurs. C'est possible, il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de startups qui viennent nous proposer des solutions. Et après, donc, c'est vraiment, moi, ce que j'ai fait dans mon entreprise, mais ce que beaucoup peuvent faire, c'est vraiment associer tout le monde, parce que tout le monde est concerné par cette tâche. Même, on est allé voir des enfants, on était à Ghana, on a parlé dans la classe de leurs idées, et on sent que finalement, ces générations futures vont nous demander de jouer ce rôle, et on se répondra présent. Et puis, c'est attractif, hein. Encore une fois, je suis désolé, mais je refais mon discours, mais attractif, c'est attractif parce que ça fait rayonner le territoire, et je pense qu'un territoire bas carbone, un territoire qui prend son destin en main sur la transition énergétique, c'est un territoire qui est accueillant, et qui peut aussi faire venir d'autres entreprises et constituer un peu ces pôles finalement d'excellence sur le sujet. Et vous avez trois exemples ici, mais encore une fois, je ne prends pas les engagements pour François, mais je pense qu'il sera d'accord parce qu'il m'a déjà accueilli. Nous, on a des terrains d'expérimentation, on a des bacs à sable, comme je dis, sur certaines entreprises. Certaines entreprises veulent nous proposer des solutions, veulent venir voir comment on a implémenté des solutions sur des échangeurs, sur de la géothermie. Enfin, nous, on est un open book là-dessus, c'est-à-dire que vraiment, on est heureux de partager notre savoir-faire. Et donc attractif aussi, je vous le dis, parce que moi, récemment, les cadres que j'ai recrutés, ils m'ont dit non, mais on a vu que Vichy était une ville qui était au cœur de son environnement, se souciait de son environnement. Alors ça, des fois, on vient en train, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais néanmoins, il y a quand même... Non, mais néanmoins, c'est quand même au-delà du quiétude de vie, il y a une imbrication dans ce environnement qui est importante. Et ça, pour nos jeunes talents, croyez-le moi, c'est aussi un moyen de les accueillir et après de les retenir, parce qu'ils travaillent dans une entreprise, entre guillemets, responsable. Et puis après, j'irai sur la partie transition écologique, transition énergétique, c'est aussi une transition solidaire, et l'un ne va pas sans l'autre. Et nous, finalement, c'est le pilier qu'on continue à travailler avec vous, avec aussi dans nos entreprises, parce que pour moi, en fait, le respect de la nature, c'est aussi travailler dans une imbrication forte avec les personnes qui sont plus éloignées de l'emploi, leur remettre le pied à l'étrier, y compris sur des métiers, justement, qui permettent d'être encore plus efficaces sur l'écologie. Donc voilà un peu le discours que je vous ai amené. Donc c'est vraiment, il y avait un pape qui disait « n'ayez pas peur ». Et je pense que c'est ça, je pense que c'est vraiment une opportunité. Et en fait, vous allez en découvrir les bénéfices en le faisant. En plus, je comprends qu'il y a des financements, il y a des accompagnants, il y a le progrès technique qui vous permet d'aller plus loin. Et puis venez nous voir, que ce soit David, moi et François. Nous, on sera heureux de vous montrer les réalisations, parce que c'est une source de fierté pour nous, parce qu'on dirige ces entreprises, mais aussi pour les salariés, parce qu'eux, ils passent de devant tous les jours. Voilà en quelques mots. Merci. Monsieur Ligier, je vais vous laisser conclure. Je vais rattraper tout le chrono. Non, on est parfaitement dans le timing et je vous en remercie. Non, quelques mots. On a beaucoup d'intervenants, c'était intéressant, et différents mots assez intéressants aussi, assez clés. Et j'écoutais tout à l'heure le cabinet d'études qui nous parlait de juste gratter la surface. Chez nous, on est juste en train de gratter la surface, et c'est fait de petites actions finalement. On ne parle pas de révolution, de changer le process industriel, on n'en est encore pas là et loin de là, même s'il faudra y venir, mais plus tard. Et ces petites actions, la première, elle est très simple, c'est supprimer le courrier. On n'envoie plus de factures, on dématérialise. Alors ça paraît un peu bête de dire ça, mais c'est une action très, très simple à mettre en œuvre et dont le retour économique est immédiat, parce que vous ne payez plus de timbre. Dans les petites actions un peu plus coûteuses, on a mis des lettres partout. Encore un peu plus coûteuses, on a supprimé des fenêtres. Chez nous aussi, ça a 52 ans, 69, et on a remis des fenêtres modernes parce que ça permet de moins consommer d'énergie. Dans les petites actions encore un peu plus coûteuses, on a remplacé nos compresseurs. On consomme beaucoup d'air comprimé dans notre process industriel. On a remplacé les compresseurs, mis des compresseurs à géométrie variable qui crachent de l'air que quand il y en a besoin, et remplacé la tuyauterie parce que c'était un panier de fuite fait de 50 ans d'histoire et d'empilement de tuyaux les uns sur les autres. Voilà, un peu comme chez toi, on équipe nos parkings 4000 m² qui vont être équipés de panneaux solaires, ça nous coûte zéro. Pas d'investissement, mais ça c'est accessible pour chacun d'entre nous ici. Voilà, et c'est ces petites actions bout à bout qui vont nous permettre ensuite d'amener l'étape suivante qui va être le process industriel. Avant de faire tout ça, il y a une première étape, c'est d'engager l'entreprise et ses collaborateurs dans un projet. Ensemble, on a envie. Ensemble, on veut.
et puis de mettre des moyens de mesure. Combien je consomme, qu'est-ce que je consomme et à quel moment et où. Parce que finalement, on peut faire des révolutions, mais si on ne sait pas ce qu'on fait, on ne va pas plus loin. Et ensuite, pourquoi on fait tout ça? Alors, la réponse polie devrait être par conviction, mais pas que. On le fait parce qu'on n'a pas le choix. Pas le choix parce qu'on a un client. Et que notre client, il nous l'impose. Alors, le client particulier qui chaque jour m'achète une voiture, il ne nous pose pas encore cette question-là. Même si demain, sa voiture, il la voudra électrique. Et donc, on se pose la question de quel est l'impact de notre produit en termes d'émissions et de consommation d'énergie. Et puis, on a aussi d'autres clients. Et une des questions, c'est quel est l'impact CO2 du véhicule et qu'avez-vous fait pour réduire l'impact CO2 de ce véhicule. Et ça veut dire qu'au-delà de la conviction que j'ai ou que je n'ai pas, peu importe, sur la réduction et l'impact de mon entreprise, c'est même plus ça le sujet. Le sujet, c'est que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que mon client m'impose cette stratégie. Et donc, c'est comment j'en fais une source d'inspiration, une source d'économie, une source d'enjeu pour l'entreprise, et puis comment je drive mes investissements à venir pour être en phase avec mes consommateurs, avec mes enjeux sociétaux, mes enjeux d'employabilité, mes enjeux d'entreprise en général. Très bien, ben, merci messieurs, merci à tous les trois. On va conclure donc cet atelier. Je vous remercie tous d'être venus. Je ne vais pas citer tous les intervenants parce que de toute façon je vais en oublier. Mais voilà, merci à chacun d'avoir joué le jeu. Merci pour vos retours d'expérience qui, j'espère, auront été inspirants. Moi, je retiens effectivement ce que disait François Ligier tout à l'heure sur finalement cette technique des petits pas. Hein. On peut y aller de façon non pas brutale, mais à travers des petites avancées qui permettent voilà, d'aller vers la transition comme disait M. Laroffi. Merci à vous tous. Je vous dis à très bientôt parce qu'on refera quelque chose sur la transition énergétique sur un autre sujet.